d'abord, la langue parfaite, elle peut être parfaite parce que, en vertu de son origine, elle aurait des propriétés magiques. Et ça, c'était par exemple le cas de la considération qu'on pouvait porter à l'hébreu ou à l'égyptien, dont on pensait qu'étant donné qu'ils étaient plus anciens, voire même à l'origine des langues, alors ils avaient acquis des propriétés qui leur permettaient de produire des effets dans le réel. Ça, c'est une première manière de comprendre la perfection de la langue qui n'est pas du tout la manière dont je voudrais vous parler. Les langues parfaites, elles peuvent être parfaites aussi parce qu'elles sont universelles. C'est-à-dire qu'elles viseraient à être utilisées, parlées par tous les locuteurs du monde. Et alors, de ces exemples-là, en fait, on a beaucoup des langues artificielles, des langues qui ont été créées. Donc, je pense que vous avez, par exemple, des exemples, vous, que vous connaissez sans doute, comme l'espéranto. Et donc là, elles seraient parfaites justement par rapport à leur universalité. Vous en avez encore qui sont parfaites parce qu'elles sont aussi artificielles, mais elles ont été constituées de telle sorte qu'elles écartent complètement euh, toute forme d'équivocité de la langue. Et ça, c'est par exemple ce que vous trouvez chez Leibniz. Ou bien, dernièrement, elle serait parfaite parce que euh, dans ces langues, les mots qu'on utilise, les signes qu'on utilise, renverraient réellement aux choses que les signes décrivent. C'est-à-dire que le mot désignerait la chose, non pas de manière arbitraire ou conventionnelle, mais de manière essentielle, de manière réelle. Et ça voudrait dire, du coup, que dès qu'on parle cette langue-là, eh bien, on connaît en même temps toutes les choses du monde qu'on est en train de nommer. Et donc voilà, on pourrait comprendre la langue parfaite de ces différentes manières.